bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi. Je vais aller dans un endroit que j'apprécie énormément malgré le fait que je n'y aille pas très souvent. Il y a une semaine, ma mère m'a témoigné son amour en me disant « Je suis en congé, la semaine prochaine, je t'emmène à Emmaüs pour que tu ailles regarder les livres. Aujourd'hui c'est le grand jour, je vous emmène avec moi et puis je vous montrerai ce que j'ai trouvé là-bas. » On se retrouve au même endroit, mais nous sommes le lendemain. J'avais peur de ne pas trouver mon bonheur à Emmaüs, et il se trouve que je suis repartie avec 7 livres, plus un que j'ai commandé sur Vinted dans la foulée. Donc celui-ci, vous en entendrez parler plus tard dans la vidéo, mais je vais vous montrer mon butin. Voici donc mon sac rempli des livres que j'ai trouvés. C'est bon? Ok. Je commence. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Des Orientales de Negar Djawadi. Ici, il s'agit de son premier roman qui est publié aux éditions Liana Levy. On va suivre Kimia qui essaye de s'éloigner de toute cette culture iranienne dont elle est issue. Ça va la rattraper au fur et à mesure du temps et c'est aussi un roman sur la mémoire et l'identité qu'elle se crée et à laquelle elle essaye d'échapper en étant en France. C'est un roman qui a été très mis en avant par Flowfly. J'étais très curieuse de découvrir sa plume, donc ça sera sûrement fait bientôt. Peut-être dans le cadre du Chinese Spring Challenge, sait-on jamais. Ensuite, un livre que Mathilde a évoqué à plusieurs reprises, notamment quand elle faisait encore des vidéos. Il s'agit de Avant que j'oublie de Anne Pauly. C'est un témoignage de la part de Anne Pauly lors du décès de son père, lorsqu'elle a dû vider la maison de ce dernier. Ça va être un récit de l'intime qui va osciller entre douceur et violence, le type d'ouvrage que j'apprécie, et c'est publié aux éditions Verdier. Ensuite, un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Il est depuis paru en édition de poche chez Point et ici il s'agit d'un livre des éditions L'Olivier, Tenir sa langue, de Paulina Panatsenko. Elle est née Paulina, en France elle devient Pauline. Quelques lettres et tout change. À son arrivée, enfant, à Saint-Étienne, au lendemain de la chute de l'URSS, elle se dédouble. Paulina à la maison, Pauline à l'école. 20 ans plus tard, elle vit à Montreuil, elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom. Ce premier roman est construit autour d'une vie entre deux langues et deux pays. D'un côté, la Russie de l'enfance, celle de la datcha, de l'appartement communautaire où les générations se mélangent, celle des grands-parents inoubliables et de Tiotia Nina. De l'autre, la France, celle de Maternelchik, des mots qu'il faut conquérir et des minicums. Drôle, tendre, frondeur, tenir sa langue révèle une voix hors du commun. Et donc l'autrice raconte là encore son histoire. Vous commencez à saisir que j'apprécie les histoires vraies ou du moins les autofictions. J'ai vraiment hâte de le lire, je ne sais absolument pas quand est-ce que ce sera le cas, mais là encore il ne fait pas 200 pages, je pense que ça se lira très bien. Ensuite, j'avais vraiment espoir de trouver ce livre à Emmaüs et ma quête n'a pas été perdue puisque j'ai trouvé L'Adversaire de Emmanuel Carrère dont j'ai entendu parler à multiples reprises ces derniers temps et ici Emmanuel Carrère revient sur l'affaire de Jean-Claude Roman qui se faisait passer pour médecin dans les années 90 et qui, lorsque il est arrivé au point de non-retour, a décidé de tuer tous ses proches et a essayé de se suicider lui-même, mais ceci n'a pas abouti. On le suit sur tout son procès et Emmanuel Carrère en fait une étude qui m'intrigue beaucoup. Je n'ai jamais lu Carrère, je pense commencer avec celui-ci et enchaîner avec Yoga. Ensuite, un livre très court de Susskind qui s'appelle La Contrebasse. C'est un texte qui fait moins de 100 pages. La contrebasse est mon instrument préféré. Susskind, qui est aussi l'un des auteurs qui a écrit l'un de mes livres préférés qui n'est autre que Le Parfum, a écrit ce petit texte. La contrebasse est l'instrument le plus gros, le plus puissant et le plus indispensable de l'orchestre. Le plus beau aussi, dit d'abord le contrebassiste. Mais bientôt, l'éloge pompeux laisse affleurer les frustrations et les rancœurs du musicien et de l'homme. Peu à peu, la haine d'abord refoulée de cette encombrante compagne s'exprime, se déchaîne et explose jusqu'à la folie. Ce monologue tragique et drôle par l'auteur du best-seller Le Parfum tient l'affiche en Allemagne depuis des années. Interprété à Paris par Jacques Villeray, il a reçu un accueil triomphal. On en vient à bout
puisque nous sommes au 3e avant la fin, Noé et moi, de Delphine de Vigan. C'est un livre qui a donc été adapté à l'écran comme le laisse présumer la couverture. Il s'agit d'un des romans de Delphine de Vigan les plus connus. On va voir le personnage de Lou, une adolescente, qui va faire la connaissance et devenir amie avec No, qui est une jeune femme qui vit dans la rue. Ça va être toute leur relation qu'on va suivre sur ces pages. Le roman fait 250 pages, là encore, donc on verra ce que ça donne. Avant-dernier livre, et là je suis très contente de l'avoir trouvé puisqu'il s'agit d'un livre de Philippe Besson, Les jours fragiles. On suit donc l'histoire de Arthur Rimbaud sous le prisme de sa sœur qui s'appelle Isabelle. Arthur Rimbaud est en fait parti depuis des années et un jour il décide de revenir dans sa famille, de renouer les liens qu'il avait avec sa sœur. Ça va être le retour de cette affection entre les deux personnages vraisemblablement et ils vont essayer de se réconcilier. Les livres de Philippe Besson sont relativement courts et là ça se déroule sous le cadre de plusieurs journées. Ça va plus ou moins être un journal de bord, ça va se lire très bien je pense et j'adore la plume de Philippe Besson depuis que j'ai découvert son dernier roman que je vous incite réellement à lire. Et enfin, le dernier, il s'agit d'un livre que j'ai vu passer sur les internets depuis quelques mois et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de littérature asiatique et la dernière fois que j'en ai lu, ça s'est mal passé puisque j'avais lu La Végétarienne que j'avais pas du tout aimé. Il s'agit ici du Restaurant de l'amour retrouvé dont il y a eu des avis très partagés. Je sais pas trop à quoi m'attendre, en tout cas je connais les trigger warnings, je sais qu'on va voir des scènes où va y avoir de la maltraitance animale donc si c'est quelque chose qui vous dérange, ne le lisez pas. Moi je pense que je vais passer au-dessus de ces moments-là parce que si vous ne le savez pas non plus, je suis végétarienne donc voir des animaux se faire dépecer c'est pas forcément mon délire. Ici on va suivre une femme de 25 ans qui cueille des grenades juchées sur un arbre, visite un champ de navets enfoui sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. Je ne sais pas à quoi m'attendre, même moi qui laisse très difficilement des livres de côté, je me laisserai la possibilité de le faire ici si ça ne me plaît vraiment pas. Donc voilà, pour 7 €, j'ai donc eu tous ces livres. On verra si je les lis bientôt ou non. Je vous laisse la surprise pour découvrir quel autre livre j'ai acheté hier sur Vinted. C'est un livre qui n'est pas en français et qui n'est pas encore paru en français, mais j'espère qu'il sera traduit puisque je développe une obsession envers une autrice actuellement que j'ai commencé à écouter en livre audio sur Nextory. Nextory, toujours partenaire de la vidéo, et ici je vous incite très grandement à utiliser le code qui sera en barre d'infos pour écouter le livre audio que j'ai commencé en anglais. Il s'agit de Rouge de Mona Awad. Dans ce livre, on va réinterpréter de façon horrifique le mythe de Blanche-Neige, le conte de Blanche-Neige. On va suivre une fille qui s'appelle Belle, qui voit sa mère décédée au début du livre. Et elle va à son enterrement, à la cérémonie qui se passe dans l'ancien appartement de sa mère où elle retourne dans le sud de la Californie alors qu'elle-même vit à Montréal. Elle va rencontrer des gens un peu étranges, certains elle les connaît et d'autres pas du tout. Elle va entreapercevoir une femme qu'elle ignore et qui est habillée de la tête aux pieds en rouge. Elle a même les cheveux rouges, elle a des chaussures rouges, la robe rouge, le rouge à lèvres rouge, tout. Elle tourne le regard et elle ne l'aperçoit plus. Il va y avoir tout un mystère autour de la vie de sa mère, de comment elle est réellement décédée, quelle vie elle a menée avant sa mort, est-ce qu'elle était devenue folle. Il est tellement prenant ce livre, je suis totalement obsédée par Mona Awad. Sachez juste ça, et après je vous laisse deviner sur quel livre j'ai jeté mon dévolu sur Vinted. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai écouté. J'ai aussi bientôt terminé un livre que je vais aller chercher tout de suite. Après avoir terminé Seul en sa demeure de Cécile Coulon, j'ai commencé un livre en anglais que j'ai acheté il y a un mois, que j'avais vraiment envie de lire puisque je l'ai vu passer sur toutes les sphères anglophones. Il s'agit donc de Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Ici, ça va être des chroniques de la vie de cette femme, de cette journaliste. Et alors, on est sur des problématiques de vie, de privilégiés, je l'entends, mais ça fait vraiment du bien. On a l'impression de lire les phases de la vie d'une grande sœur qui sort parfois des situations un peu ridicules et qui raconte ses déboires dans sa vingtaine. Elle va parler de dating, elle va aussi beaucoup parler de ses relations avec ses amis, elle va traverser des thématiques à la fois drôles
et parfois difficile puisqu'elle va aussi évoquer les troubles du comportement alimentaire. Oui, encore, vraisemblablement, j'étais pas assez servie au début du mois. Elle va aussi aborder le deuil. Il y a des fois où j'ai vraiment envie de date. Elle va pas que parler de dating, ce à quoi je m'attendais finalement et qui est pas forcément un sujet qui m'intéresse outre mesure. Mais j'étais très curieuse et j'apprécie vraiment. Elle va nous parler d'un moment hyper compliqué de sa vie où elle était à moitié en dépression et la fois d'après, ça va être la recette du mac and cheese lorsque t'es bourré en lendemain de soirée. C'est du grand n'importe quoi, mais ça fait un pansement au cœur. Donc si vous avez envie de rire, lisez ce livre. Voilà pour ce qui en est de maintenant. Là, j'ai plein de livres qui m'attendent, en plus de ceux que je vous ai montrés, plein de livres qui me donnent envie. Je sais que la semaine prochaine, je vais recevoir aussi les futurs livres que je dois lire pour le mois de mars avec les lectrices Proches et Vox. J'ai grand hâte. Et voilà, je crois que je vais aller écrire un peu. Ça va être un sujet d'ailleurs de ce vlog puisque je voulais en parler dans le précédent mais que je n'ai pas pris le temps. Donc je vais changer d'angle et je vais vous évoquer tout ça. Donc ce que j'ai envie de faire cet après-midi, c'est d'écrire. Ça fait plusieurs années que j'écris, majoritairement des textes poétiques et ce sont des textes que je n'ai jamais montrés. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il y a une petite étagère où il y a tous mes carnets. Et ça fait quelques mois que j'ai envie de rassembler plusieurs textes. Pas tous, parce qu'il y en a que je ne trouve pas assez aboutis. Mais j'aimerais en faire un recueil. Je sais pas à quoi m'attendre. Et j'y ai pas touché depuis quelques temps. Je crois que je redoutais ce moment de me confronter à ce que j'avais déjà écrit. Je sais pas si vous-même, si vous écrivez, vous avez ce sentiment parfois de vous dire ça va être mauvais, je peux pas repasser dessus. J'avais commencé à retranscrire tout ça et je crois qu'il faut que je m'y remette. J'essaie en fait de penser à qui je veux être. Même dans 2 ans, par exemple. Dans l'idéal, j'aimerais avoir professionnalisé ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire filmer. Peut-être avoir développé une activité à côté et surtout pouvoir écrire en parallèle. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai peur de me confronter au regard. Mais il y a bien un moment où il va falloir que ça arrive. Le programme de cet après-midi, c'est déjà de terminer de retranscrire le premier carnet que j'avais commencé à re-regarder. Et puis je vais essayer de m'organiser sur les vidéos que je veux faire puisque j'ai envie de faire des vlogs thématiques mais que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc il faut que je vois comment je vais organiser tout ça. On se retrouve, on est le 3 mars. J'ai commencé de nouvelles lectures, donc je vais vous parler brièvement de ce que j'ai entamé, même si je ne suis pas très loin dans chacun d'entre eux. J'ai débuté un livre qui est sorti ou va sortir en fonction de quand je posterai cette vidéo. Et il s'agit de Mort d'une libraire de Alice Slater. Je ne lis jamais de thriller, peut-être un par an et c'est tout. Ça me sort de ma zone de confort, mais je vais y revenir puisque je vais vous parler du Shiny Spring Challenge organisé par Flowfly. Et ensuite, en format papier, j'ai débuté 2 livres. Le premier que je vais vous évoquer, c'est l'un de ceux qui étaient au programme du cabinet de lecture du mois de février mais que je n'ai pas pris le temps de lire. À l'Ouest, rien de nouveau de Erich Maria Remarque. Là, on va repasser pendant la Première Guerre mondiale sur le témoignage d'un jeune soldat allemand. J'ai commencé et j'ai un peu de mal. J'avoue que la première partie m'a un peu laissé sur le côté. Il faut que je me laisse le temps. J'ai même pas passé les 40 pages, donc je laisse le bénéfice du doute. Et ensuite, un livre très court qui est un essai, un manifeste plus ou moins, publié chez Point, qui s'appelle « Moi les hommes je les déteste » de Pauline Armange. C'est un livre qu'on a vu passer et qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie en grand format dû à son titre. Je suis assez prise dedans, j'aime beaucoup puisqu'elle revient sur la misandrie et elle la redéfinit, elle réexplique en fait les tenants et les aboutissants de ce qu'est la misandrie. J'ai hâte de continuer, surtout qu'il fait moins de 100 pages, donc je pense le terminer soit aujourd'hui, soit demain en fonction du temps que je lui accorderai. Et comme vous l'avez vu hier, normalement, si je n'ai pas supprimé ce plan, j'ai reçu
le livre que j'avais commandé sur Vinted en anglais et que j'ai eu à la modique somme de 2 €. Il s'agit de Bunny de Mona Awad. Plus tôt dans ce vlog, je vous disais que j'avais commencé mon écoute de Rouge de Mona Awad et que j'étais vraiment prise dedans. C'est obsessionnel. Cette autrice a une plume qui fait que je n'arrête pas de penser à ses intrigues et je suis très triste qu'elle n'ait pas encore été traduite en français. J'espère que ça sera le cas très bientôt. Elle a été traduite au Québec mais pas en France encore et j'ai hâte de voir quelle maison d'édition sera là pour la mettre sur le devant de la scène ici parce que ça en vaut vraiment le coup. C'est des fictions horrifiques assez proches de Mariana Enriquez mais il y a quelque chose d'encore plus prenant. C'est-à-dire que contrairement à Mariana Enriquez qui s'arrête en plein milieu de sa fiction, là elle va jusqu'au bout et elle rentre dans ses romans torturés, ses intrigues torturées et ces femmes qui sont totalement réinventées. Je suis vraiment happée par cette écriture. Quoi qu'il, je lirai Bunny et je pense que j'écouterai ou que je lirai All's Well. Mais je vais passer plus de temps ici à vous parler du Shiny Spring Challenge. Flowfly a déclaré l'ouverture du Shiny Spring Challenge en ce mois de mars. Et il a donné toutes ces catégories. J'hésitais à y participer parce que dans chaque challenge, je me donne une liste et je ne la respecte pas, je n'arrive pas à la tenir et je me suis dit que j'allais quand même tenter et je vais donc vous évoquer les titres qui me sont venus lorsque j'ai regardé sa vidéo. Premier menu, c'est Printemps changeant. Donc il y a Ménage de printemps, donc il faut prendre l'un des plus vieux romans de Sapal. Pour le coup, je n'ai pas encore choisi mais il y en a qui traînent là depuis des années donc à mon avis ça sera pas trop compliqué, d'autant plus que dans ceux que j'ai sélectionnés dans les autres catégories, il y en a forcément qui vont cocher cette case. Ensuite, Sous les pavés la plage, c'est un roman engagé ou un essai, donc je peux très bien mettre Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange. Ensuite Quitter le nid, roman d'apprentissage, j'en ai des plus ou moins gros mais je pense que je vais pouvoir trouver dans ce que j'ai derrière. Fais ce qu'il te plaît, c'est sur les sexualités. Il y a Love Me Tender de Constance Debré que j'avais trouvé à Paris et que j'ai ramené chez mes parents, donc je pourrais très bien me tenter à le lire. Deuxième menu, Printemps au musée, qui est donc un menu tiré de peintures existantes. Premier jour du printemps, il faut tirer un livre absurde. Je pense que je vais tirer un Beckett. J'ai des pièces de Beckett, j'ai également L'Innommable qui est l'un de ses seuls romans. Ensuite, deuxième menu, Frida Kahlo. Là, il fallait tirer du réalisme magique. J'ai en écoute La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qui est considérée comme du réalisme magique. Ensuite, Jardin de campagne, il s'agit de poésie. Je pense que je me retenterai au texte de William Blake que j'adore à un point incommensurable. Ensuite, un roman malsain, bizarre. J'ai la possibilité grâce à la bibliothèque de Paris de lire Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez qui est un recueil de nouvelles. J'avais déjà lu Ce que nous avons perdu dans le feu que j'avais apprécié mais qui là encore coupait son intérêt en plein milieu des histoires. Pourtant sa plume est très prenante mais il y a toujours un coup de pas fini. Mais ça me donne envie de m'y retenter. Ensuite, il y a également bien sûr Rouge de Mona Awad que je suis en train d'écouter comme je n'arrête pas d'en parler. Il y a aussi Cœur cousu de Carole Martinez que j'ai vu passer sur la chaîne bien évidemment de Misère pourpre que je vous conseille d'aller regarder encore une fois puisque Oriane a des lectures de qualité et me donne envie de les lire à chaque fois. Ensuite, il y a Printemps verdoyant pour le troisième menu et Sortir de la chrysalide qui veut que l'on lise des transfuges de classe ou des romans sur la migration. Quoi de mieux que Soit du Annie Ernaux ou Soleil amer de Lilia Hassen ou encore Beyrouth sur Seine. Je suis très curieuse de voir ce qu'il en retourne, d'autant plus qu'il me semble qu'il a gagné plusieurs prix. Ensuite, nous devons lire un livre qui sort de sa zone de confort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de lire un thriller, ça rentre tout de suite dans cette case. Ensuite, lire de la SFFF, à choisir entre Fahrenheit 451, que j'ai à la fois en français et en anglais, donc ça me permet de vider mes bibliothèques. Et sinon, j'ai Des fleurs pour Algernon, que j'ai très envie de lire et dont on ne cesse de me parler ces derniers temps. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de Aller au marché, donc c'est un livre qui parle de nourriture. J'ai Les nourritures terrestres de André Gide. Gide, je ne l'ai pas lu depuis bien longtemps et ça me donne grandement envie. Mais j'ai également le livre de Ito Ogawa que je vous ai montré plus tôt. Mais j'ai aussi Le banquet de Platon,
qui peut rentrer dans cette catégorie, ou du moins je triche et je considère que c'est le cas. Et enfin, dernier menu, Printemps autour du monde. Dans le premier menu, il faut choisir un roman coloré. Au choix, Le rouge vif de la rhubarbe, qui est un livre islandais publié chez les éditions Zulma. Il y a également Yellowface de R.F. Kuang, que j'ai très envie de lire, mais vu qu'il est en anglais, que j'ai envie d'avancer vite, je ne sais pas si ça sera celui que je tirerai. Il y a également Rouge, qui, à mon sens, rentre dedans. Ensuite, un auteur iranien, ou sinon un roman récent. J'ai pensé à plusieurs livres, notamment des orientales, dont avait parlé Floris dans sa vidéo, mais j'ai également un autre livre qui correspond tout à fait et qui me fait grandement envie. Il s'agit de l'anthologie qui est publiée chez l'Iconoclaste et qui n'est autre que Femme, Vie, Liberté, qui est dirigée par Marjane Satrapi, rien que ça, et qui revient sur la condition des femmes en Iran après le 16 septembre 2022 et la mort de Masha Amini, et qui va faire un retour sur toute cette période-ci. C'est un livre qui est de magnifique facture, il y a plusieurs auteurs et dessinateurs qui sont revenus sur ces faits, je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans. Je pense que je le picorerai au fur et à mesure du temps, mais j'ai envie d'en apprendre plus et je crois que c'est le bon moment pour le lire. Ensuite, pour la catégorie Équinoxe, nous devons de lire un roman blanc, de littérature blanche ou avec la couverture blanche. Je peux très bien mettre Une façon d'aimer de Dominique Barberis qui est publié chez Gallimard, qui est paru à la rentrée littéraire et qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Il est tout à fait probable que je me lance dedans, d'autant plus qu'il ne fait que 200 pages. Et enfin, pour la dernière catégorie, nous devons de lire un livre qui est soit de l'Asie du Sud-Est, thaïlandais, ou qui fait référence à l'eau. Vu qu'on parle d'eau, on parle de liquide, et que finalement le café est assez proportionnel au niveau quantité au café dans ma vie et dans mon corps actuellement et en règle générale, j'ai décidé d'y mettre un livre qui fait référence au café, puisque j'en ai finalement plusieurs. Il y a le White Café, qui est un livre de John P. Strzelecki, qui est plutôt un roman initiatique. Je ne sais pas à quoi m'attendre, il fait même pas 150 pages, donc ça peut très bien se lire. Mais j'ai également un livre de Chantal Thomas, Café Vivre. Il est tout à fait probable que je tire l'un de ces deux ouvrages pour cette catégorie. Quoi qu'il en soit, tous les livres que j'ai mis ici sont amenés à changer parce que je me connais, mais on verra ce que ça donne. J'espère réussir à tenir plus ou moins les clous de ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y participez et ce que vous avez envie de dire si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, je vais aller continuer mon après-midi. Vu que nous sommes dimanche, c'est une journée plutôt chill, mais j'ai quand même envie de travailler puisque demain je suis prise. Je vais vous laisser pour ce plan-ci. Peut-être aller continuer mon mémoire, peut-être écrire et continuer le livre de Pauline Armange. Je vous retrouve au même endroit, mais nous sommes bien plus tard puisque nous sommes le 11 mars. Je vous avoue que la semaine précédente, je ne vous ai pas forcément pris parce que j'ai eu une semaine pas ouf sur 10. Lundi, rendez-vous pas ouf sur 10. Jeudi, j'ai eu la réponse de Beder et je n'ai malheureusement pas été retenue. Et sur le coup, j'ai été très déçue comme vous pouvez vous en douter. J'ai relativisé depuis en me disant que ça ne m'empêchait pas de faire avancer la chaîne et mes projets. Et j'espère que vous serez là pour les suivre. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler de ce que j'ai eu le temps de lire dans ces quelques jours. J'ai donc terminé Everything I Know About Love de Dolly Alderton, mais ça, je vous en ai parlé dans le wrap-up de février qui est paru hier. Franchement, après toutes les lectures sur les troubles alimentaires que j'ai faites au début de février qui m'ont vraiment mis un coup de scud, j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose qui me fasse du bien, et c'est ce que j'ai trouvé ici. Ça n'a pas une énorme portée. Je comprends que l'on puisse trouver ça ubuesque, voire ridicule et grossier de mettre des recettes de pâtes en lendemain de soirée et des listes de courses dans un livre, et je serais assez d'accord avec vous, mais pour le coup, tout ce qui est relatif aux relations, aux amitiés et à tout ce qu'elle peut traverser, ça m'a fait du bien. Même si je n'ai pas du tout des relations similaires aux siennes. Elle est notamment très entourée de ses amis d'enfance, ses colocataires. C'est surtout l'empreinte de l'esprit britannique qui m'a plu. Et petite anecdote, à un moment elle parle de Leamington Spa. C'est une ville que je connais puisque c'était à côté de l'université dans laquelle j'allais lorsque j'étais en Erasmus, donc ça m'a fait doucement rire. Je me suis dit ça me suit partout. Ce n'est pas
une lecture qui restera dans les annales, mais c'est un livre qui m'a grandement fait du bien. Je vais essayer de vous parler de façon perspicace de À l'Ouest rien de nouveau de Erich Maria Remarque. On est plongé dans la Première Guerre mondiale et on a le parcours d'un soldat, un jeune soldat de 20 ans, qui va nous raconter le quotidien qu'il rencontre au front, avec ses amis de son âge, avec la camaraderie qui commence à s'instaurer au fur et à mesure. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que dès le début, Erich Maria Remarque, pour nous montrer la cruauté de la guerre, nous montre surtout des scènes du quotidien, tout ce qu'il y a de plus banal, leur vie et les heures qu'ils traversent. On voit dans ce livre cette jeunesse qui n'est devenue que de la chair à canon, et on aimerait espérer un avenir meilleur, mais on sait qu'il s'agit de 14-18, donc on peut très vite se douter de ce qui adviendra. C'est un livre qui est dur à lire par la violence du temps, par la violence de l'éloignement avec ses proches, par cette sensation d'être toujours sur le fil, à deux doigts de mourir, de voir ses camarades mourir, d'être plongé dans la famine, dans les corps qui jonchent le sol. C'est un livre qui montre à quel point l'armée et surtout la guerre a puisé toute l'innocence qui est inhérente à la jeunesse. C'est un livre qui est empreint d'humanité. On a espoir avec le personnage principal. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette écriture très froide, très distancée pour nous décrire l'horreur. C'est très pondéré comme plume. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Si ce n'est des moments très lyriques et très poétiques au milieu, justement, de ces petits gestes qui sont décrits dans leur plus simple pareil. En somme, c'est un roman du vrai. Et c'est une manière de parcourir cette période de l'histoire avec un regard très respectueux. Ensuite, j'ai lu Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange. C'est donc un tout petit manifeste, un tout petit essai de cette militante féministe qui est Pauline Armange. Ça fait 100 pages, même pas. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que comme le génie lesbien, elle utilise un titre très accrocheur et qui peut porter à polémique, justement pour pouvoir inciter les gens à lire ce qu'elle écrit, pour éveiller un peu les consciences. Ce que j'aime, c'est qu'elle replace la misandrie de façon sémantique également, elle la redéfinit et on conscientise avec elle la nécessité de remettre les femmes au centre du discours, de nos interrogations. Je pense que ce livre, tout comme c'est le cas d'autres manifestes féministes, est une très belle réponse à la pensée ambiante qui laisse à croire que l'on a déjà gagné beaucoup et que l'on ne devrait plus se plaindre en tant que femme. Et ça remet les idées plus ou moins en place, notamment avec toutes ces redéfinitions et toutes ces réinterrogations des relations hommes-femmes en règle générale. Dans le cadre du prix des lectrices Vox et proches, j'ai lu Toucher la terre ferme de Julia Kerninon. Julia Kerninon, j'ai lu Sauvage cet été, dont je ne me rappelle plus très bien. Je vous l'avoue, je l'ai lu aussi à une période où j'avais l'esprit un petit peu embrumé. Et j'avais essayé à maintes reprises, que ça soit en audio ou en papier, de lire Liv Maria. Et je n'ai jamais réussi à le terminer. J'étais très frileuse à l'idée de lire ce petit livre qui fait moins de 100 pages, donc ça me semblait quand même tout à fait faisable. Et j'ai beaucoup aimé. Ici, il ne s'agit pas de fiction, mais bien de l'expérience de Julia Kerninon lors de sa grossesse. Elle va nous expliquer ce que c'est de devenir mère, comment elle l'a ressenti, quels doutes elle a eu, la relation de la maternité avec son conjoint, est-ce qu'elle a fait les bons choix, est-ce qu'elle fera les bons choix en tant que père, est-ce qu'elle est capable de s'occuper de ses enfants, est-ce qu'elle a envie aussi de prendre cette place dans la société. Et bien que je ne sois pas attirée par la grossesse et que ce ne soit pas un sujet duquel je sois proche, eh bien j'ai été relativement touchée par ces mots. Il y a des passages qui peuvent résonner avec nous, même si ce n'est pas sur le même prisme que la maternité. J'ai peur de mal l'expliciter, mais je trouve que ce livre montre à quel point la maternité n'est pas nécessairement embrassée par la personne qui la vit. C'est très sensible dans ce que ça raconte. Je vous le conseille très grandement si vous êtes vous-même mère ou si vous vous apprêtez à le devenir. Je vous parle du livre audio que j'ai terminé hier. Qu'est-ce que je suis triste de l'avoir fini. Je vous disais au début de ce vlog que j'avais commencé à développer une passion prégnante pour Mona Awad et pour le livre que j'étais en train d'écouter qui s'appelle Rouge. Ça part dans tous les sens. C'est ça qui est assez impressionnant parce que je pensais pas accrocher en vue de l'intrigue qui part vraiment de tous les côtés, mais c'était assez fou. Elle a une plume qui, à écouter, était captivante
et qui à mon avis à lire l'est tout autant. Je vous disais au début de ce vlog que c'était une réécriture plus ou moins de Blanche-Neige. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une énorme place donnée, des Chaussons Rouges qui est d'ailleurs un film de 40 il me semble et qui est génial si vous ne l'avez pas vu, vraiment, qui est tiré d'ailleurs d'un conte d'Andersen mais passons, et elle va traverser une thématique prégnante qui est celle de la place de la beauté et de l'industrie de la beauté. On suit donc Mirabelle, dite Belle, pendant tout le roman, et Belle est donc une jeune fille qui vit initialement à Montréal et qui, lors du décès de sa mère, se retrouve dans le sud de la Californie. Et on voit au fur et à mesure que sa mère avait des actes assez étranges à la fin de ses jours, et elle va commencer à mener une enquête, mais l'intrigue va très vite se détourner de ça pour s'orienter plus ou moins sur la place de l'industrie de la beauté à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Belle est obnubilée par le toucher de sa peau, la couleur de sa peau, ses cheveux et tout ce qui se réfère à la beauté et à toute cette industrie. Et au fur et à mesure, on va partir dans un espèce de trip mental où elle va avoir plus ou moins des apparitions, où elle va se remémorer des moments de sa vie avec sa mère et en dehors. Et ça va également interroger le rapport qu'elles avaient l'une avec l'autre, de fascination, détestation. Il va y avoir une question de la couleur de peau également, puisque Belle avait un père qui est décédé depuis, mais qui était d'origine égyptienne, et que sa mère était française et très blanche de peau. Donc il y a une scission qui se fait entre les deux femmes, et Belle est représentée comme une petite chose fragile, là où sa mère était sur un piédestal en quelque sorte. Et ça va donc poser cette question de la blanchité. Il y a beaucoup de jeux de mots qui sont faits, notamment dread et orange, skin et sin, whiteness et brightness, donc ça va interroger tout ça. Je sais pas si, lorsqu'il sera traduit, s'il l'est, ils arriveront à retranscrire sémantiquement parlant ces jeux de mots. J'ai vraiment beaucoup aimé. On part dans une espèce de folie intérieure de Belle. La seule lacune que j'aurais à noter, c'est quand même que le personnage n'était pas assez creusé et avait des thématiques, notamment le rapport fille-mère, qui était resté très en surface, mais je pense que l'enjeu qu'a voulu mettre en avant Mona Awad, c'est surtout toute cette interrogation, encore une fois, des rituels, de la représentation de la femme. Elle va vraiment puiser dans plusieurs mythes et j'ai trouvé ça assez génial. Quoi qu'il en soit, pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre, je pense que j'essaierai de me le procurer en version papier. Et enfin, je vais terminer sur ça parce que faut que je vous parle de ça. Je vous avais dit, il me semble, dans un plan précédent, que j'avais commencé un livre sur NetGalley qui s'appelle Mort d'une libraire de Alice Letter. Je l'ai terminé il y a 2 jours. Le début me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que les 200 premières pages, j'étais vraiment prise. Je trouvais ça bien, je trouvais que ça avait une intrigue très prenante, avec beaucoup de rythme. Donc on se retrouve à Londres dans l'année 2019, où l'on suit Roach et Laura qui sont 2 libraires. Roach est passionnée de true crime. C'est une femme qui n'a été que libraire dans sa vie sans être pour autant passionnée de lettres. Et Laura, à contrario, passionnée de poésie, elle écrit elle-même. Bref, elles sont totalement opposées. Au début, elles ne s'apprécient pas réellement, elles sont cordiales, dirons-nous. Puis Roach commence à développer une sorte de fascination malsaine pour Laura, si ce n'est une obsession, et elle va commencer à mener des recherches par rapport à sa collègue, puisque l'on apprend que Laura a perdu sa mère à cause d'un homme qui l'a tuée dans la rue et qui était très connu pour ce genre de crime il y a quelques années. Et par chapitre alterné, on va voir le point de vue de l'une et l'autre. Donc ça se déroule de octobre à décembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, je n'ai jamais vu des personnages aussi caricaturaux. Et je suis désolée, mais alors désolée pour la personne qui a dû traduire ça. Parce que il y a des phrases qui m'ont sauté aux yeux, dans un sens négatif bien évidemment, et là où on pourrait se poser la question de c'est peut-être la traduction, il y a peut-être eu une erreur ou quoi ou qu'est-ce, là c'est impossible puisque sémantiquement parlant, le sens de la phrase est celui qui a été donné. Je vais d'ailleurs vous citer un exemple tout à l'heure parce que c'est priceless quand même. Il y a une écriture poussive, caricatural, il y a des personnages grossiers. Roach est représentée comme quelqu'un de sale qui ne prend pas soin de son foyer et elle va commencer à se faufiler dans la maison de Laura, dans son appartement. Elle va lui piquer ses clés, elle va mener tous des stratagèmes pour pouvoir dégueulasser toute sa maison, lui piquer ses poèmes et en plus de ça, il y a des angles narratifs qui ont voulu être amenés et qui n'avaient aucun sens et qui n'étaient pas développés. À mon avis, l'autrice a voulu mettre plusieurs types de récits et ça n'a pas fonctionné. Et en plus de ça, il y a des phrases vraiment, il faut que je vous les lise. J'ai lu la fin en diagonale et j'ai du mal à croire
qu'il y ait eu un travail éditorial derrière. On attend pendant tout le long un plot twist, c'est-à-dire que Roach s'introduit chez Laura à plusieurs reprises, la raccompagne plusieurs soirs au moment où elle est sous et on se dit qu'elle va avoir envie de la tuer. Et en fait, ça n'arrive jamais. Tant mieux pour elle, j'ai envie de vous dire. On lit parce qu'on est dans l'attente et il ne se passe rien. Donc voilà, le seul point positif que j'ai à en tirer, c'est que les chapitres étaient courts. Il y avait quelque chose qui se prêtait au page turner comme on pouvait l'attendre, mais c'est mort dans l'œuf. Et pour appuyer mon propos quant à l'écriture qui est mauvaise, si ce n'est plus, je vais vous lire un passage. Là, il s'agit de Laura, qui a mis un rouge à lèvres bleu pétant, soit. Et je cite, « À moins de manger ou de baiser, il n'y avait pas vraiment moyen discret de se débarrasser d'un rouge à lèvres aussi radical. » Et ensuite... Je suis déjà un peu pompette, assez pour démaquiller ma bouche et m'appliquer une teinte framboise plus naturelle. Je dis toujours aux gens que c'est comme mes lèvres, mais en mieux, alors qu'en réalité, c'est la couleur de mes tétons. Je vous laisse sur ça, vous avez du coup mon avis. Heureusement, j'ai commencé de nouveaux livres qui sont bien plus plaisants et j'ai hâte de vous en parler dans les vlogs qui arriveront. Quoi qu'il en soit, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, vous abonner et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao.